Alors Jeff, je suis très heureux de pouvoir faire cette interview avec toi. Ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on s'est rencontrés en Amazonie. Plus, 2007. 2007, ouais, exact. Et je voulais donc à travers cette interview qu'on parle de ton parcours chamanique, ton parcours de curanderos, et aussi de ton travail par rapport à l'art, comment tu as abordé cette histoire par rapport à la peinture, par rapport au sujet de notre livre aussi, puisque c'est principalement le sujet qui va nous intéresser pour cette interview. Comment tu es venu à faire de la peinture? Déjà être un Péruvien qui adore la nature, qui adore les plantes, qui adore la culture même, les cultures des Indiens et toutes ces traditions. Et aussi Pablo Amaringo, qui était aussi une personne avec beaucoup de virtudes, comme personne, comme artiste. Après, je ne connais pas trop sa carrière, son chemin de guérisseur, mais déjà tout ça, c'était une inspiration en fait. Et mon grand-père aussi, qui était un guérisseur, 50 ans de médecine. Quand je écoute ma maman, qu'elle raconte comment mon grand-père, il était aussi connu, comment la maison était comme un hôpital, et que c'était sa mission, et qu'il soignait des milliers de personnes. Dans tout ça, je me disais, mais pourquoi pas comment faire connaître cette culture chamanique, cette culture des plantes. Et surtout parce qu'on est dans une époque où les pharmaceutiques ont pris beaucoup de, de notoriété, et les plantes ont resté comme pour les gens pauvres, petit à petit ça disparaît en fait, et qu'à la base, tout au début, c'était que ça, que les plantes, que le guérisseur, que les patients, c'était comme ça avant. Et donc c'était cette façon d'échanger en fait les connaissances, et tout ça, ça se perd. Et avec tout ça, je me disais, mais Jeff, c'est le moment aussi de valorer en fait toutes ces connaissances qu'on est en train de perdre. Mais pourquoi on perd si nous hommes d'Amazonie, on ne veut pas non plus que l'Amazonie, les villes de l'Amazonie deviennent comme les grosses villes en Europe, et que tout est oublié, toute la culture s'oublie. C'est pas possible de faire ça. Donc c'est à cause de ça que je me disais, non, c'est pas possible de tout perdre, parce que sinon, si tu perds ça, c'est aussi te perdre toi-même. Bien sûr. Donc pour moi, c'est important, cette connexion encore avec la terre, la Pachamama, les plantes. C'est comme la source de mon être. Et en plus, comme je suis dans la lignée aussi des guérisseurs, je dis non, il faut suivre ce chemin, parce que ce chemin, c'est le chemin de la vie, c'est le chemin de l'amour. Les médecines, c'est ça, les plantes, les esprits, c'est que de l'amour. Donc, c'est à travers des esprits ou des plantes qu'on va nous soigner le monde, soigner la terre, soigner tout en fait, pour au moins vivre dans une harmonie où il n'y a pas de méchanceté. Ok. Et est-ce que tu te souviens de ta première relation ou de ton premier contact avec les plantes de vision, comme l'ayahuasca par exemple? Écoute, déjà, moi je suis un petit-fils de guérisseur, mais dans ma première expérience, ça n'était pas avec la connaissance de ce que ça veut dire, les plantes de pouvoir, les plantes de vision, parce que... Mais je crois que mon âme, il était guidé aussi. C'est pas pour rien. Pour moi, ça n'existait pas, l'hasard. Donc c'est mon chemin,
Et je suis arrivé à ça, à cette expérience, pas parce qu'uniquement à l'époque c'était un pote aussi, Chipibo, qui m'a dit oh, on va boire l'ayahuasca. Mais c'est quoi l'ayahuasca? C'est une plante, mais ça sert à quoi? Ça te donne des visions. Ok, on va le faire. Et c'est une expérience comme ça, mais sans savoir le pouvoir en fait, et de toute cette force qui cache cette médecine, parce que même si c'était une expérience, c'était quelque chose de très vivant pour moi. Ça m'a sacoudé, chamboulé en fait à l'intérieur de moi, de mon être. Et c'est après que j'ai compris comment les guérisseurs doivent passer en fait toutes ces dimensions pour devenir un guérisseur, non? Et au début, moi, je comprenais rien. C'était qu'une expérience. Mais la première fois, c'était vraiment très marquant. Comment c'est marquant, ça se dit? Bien sûr, oui. Ça m'a beaucoup appris en fait. C'était comme une révélation. Et tout au début, je connaissais déjà Pablo Maringo, ses œuvres, mais quand j'ai pris cette médecine, j'avais 14 ans et je disais ah c'est ça ce monde de vision, de ce que lui représente en fait, de ce que lui il veut montrer au monde, de tout ce monde-là de chamanisme. C'était une expérience très très riche. Je comprenais rien, tout mon corps commençait à trembler. J'ai jamais picolé avant, tu sais, j'avais 14 ans, mais avec ça j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire être borracho. Mais ça a été avec toutes les visions, je ne comprenais rien et plein de choses s'est passé émotionnellement aussi. Ça m'a touché, je commençais à pleurer, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me demandais plein de choses, mais en même temps je voyais des belles visions. Et déjà, la première expérience, c'était une connexion aussi avec toutes ces, on va dire, la lignée familiale de guérisseurs. Je voyais mes ancêtres, je voyais aussi mes arcanas, les protecteurs. La première expérience, je ne comprenais rien, non, mais je ne savais pas que ça appartenait en fait à mon monde intérieur aussi comme guérisseur. C'est après, avec l'expérience, que j'ai compris pourquoi j'ai eu des visions comme ça, parce que ça n'arrive pas pour tout le monde. Donc, comme c'était mon chemin, j'étais déjà en connexion avec la médecine de mon grand-père, avec la médecine de mes ancêtres. C'était joli, c'était trop, mais c'était incroyable, c'est une belle expérience. Ouais. Et après, je disais, bon, ok, mais je ne crois pas que je vais pouvoir me rappeler et pouvoir peindre de ce que fait Pablo Maringo. Mais ça commençait en fait déjà à avoir des idées, mais ça durait un peu de temps en fait pour que je puisse vraiment faire ma première peinture visionnaire. Ouais. À partir de quel moment dans tes expériences chamaniques tu as senti comme l'appel, c'est-à-dire le moment où tu as su que tu allais prendre le chemin de l'initiation et de devenir un curanderos? Je crois que ça commençait un an après. Ouais, un an après. Ouais. Quand j'avais 15 ans, et avec la compagnie aussi à l'époque un bon ami, Milke, lui aussi, moi j'avais senti, j'expliquais mes visions, et il m'avait aussi comme confirmé, on va dire, ce qui se passe. Il m'avait dit comme ça, c'est que toi, tu es aussi un guérisseur. C'est pas pour rien que tu es né dans une famille où il y a les guérisseurs. C'est dans ta tradition aussi. Et donc, c'est à 15 ans que j'ai commencé vraiment les diètes, les processus de diète, non? Et c'était avec eux. Et c'est eux, en même temps, qui m'ont initié, mais aussi guidé pour mon grand-père, à l'époque, il était déjà décédé, qu'il venait pour m'apprendre à travers les visions et à travers mes rêves. Ouais. C'était très riche, en fait. Le début, c'était vraiment riche. Moi, je me souviens parce qu'on avait fait une cérémonie chez toi, à Yarina, et il y avait ta maman, Joby, qui était présente. Et on avait donc fait une cérémonie d'ayahuasca avec un maestro Shipibo aussi qui était là. Et je me souviens avoir vu la présence de ton grand-père en vision. Enfin, j'avais les yeux ouverts et dans la maison, je voyais effectivement une présence que ta mère a confirmée d'ailleurs, en disant que ton grand-père était présent dans la cérémonie. Sous forme d'esprit,
que je peux confirmer puisque je l'ai vu. Et effectivement, on sentait vraiment ce lien d'enseignement à travers l'univers visionnaire entre ton grand-père dans l'au-delà et en même temps ici présent dans l'univers des visions. Les plantes sont indispensables ou alors on peut le faire autrement qu'avec les plantes? Alors, Jean-Michel qui est présent aussi nous pose une question, c'est de savoir est-ce que les plans de vision sont indispensables dans votre culture ou est-ce qu'il est possible de passer par d'autres moyens? Je pense quand même qu'elles sont indispensables. En fait, il y a les plantes qui sont les plantes de vision, comme on l'appelle. Mais aussi, il y a les plantes qui sont les plantes de pouvoir, les plantes enseignantes et qui n'ont pas visionnaire. Par exemple, le tabac, c'est une plante qui n'a pas aucune, on va dire, vision comme l'ayahuasca. Ce n'est pas une plante psychotrope, mais il va te connecter à travers les rêves. Et à travers les rêves, tu vas avoir toutes les informations et toutes les connexions possibles avec les esprits. Par exemple, moi aussi, en tant d'ayahuasquero et tabaquero, moi, je n'ai pas besoin toujours d'ayahuasca pour pouvoir entrer, on va dire, au monde des esprits, pouvoir communiquer avec eux. C'est déjà l'esprit, une fois que tu fais la diète, il est vivant en toi. Donc les esprits deviennent comme les protecteurs, les maîtres qui vont t'enseigner toujours et qui vont te diriger en fait dans le bon chemin. Et donc c'est avec eux que tu vas pouvoir communiquer, c'est avec eux qui vont pouvoir t'aider et tout ça, ça passe par les rêves. Donc il y a aussi de ce moyen aussi, pas uniquement vision, plante psychotrope pour avoir l'enseignement, la communication, l'information que tu as besoin. Il y a un vrai phénomène en fait de consubstance, c'est-à-dire qu'à un moment on va prendre ces végétaux et ils fusionnent avec nous en fait dans la diète. Bien sûr. Ils deviennent, on devient presque des hybrides entre humain et végétal, ce que j'ai pu comprendre du processus. Et c'est comme ça que les esprits restent présents au chaman. Quand tu fais une diète, après ça devient aussi la maison de la plante de l'esprit que tu as fait une diète. Donc ils vont habiter dans ton corps, ils vont être toujours en contact avec ton âme et l'esprit de la plante. C'est pour ça qu'il y a toute une communication et même ils vont être présents toujours, même si toi, on va dire, ils savent les esprits que, on va dire, toi tu es en danger, ils vont te prévenir à travers les rêves. Donc c'est pour ça que tu rêves, ok, il ne faut pas prendre, on va dire, un exemple, il faut prendre ce voyage ou cette voiture parce qu'il peut avoir quelque chose de gros ou quelque chose de dangereux. Donc, ils te préviennent à travers les rêves, ils te donnent l'information parce que eux, quand tu fais une diète, il y a une relation vraiment proche et qu'ils ne t'abandonnent jamais, en fait. Même, peut-être si tu fais des bêtises aussi, non? Parce que quand tu es dans la médecine, il faut respecter aussi certaines choses, non? Moi, par exemple, c'est pour ça que je ne mange pas le cochon. Quand je suis en post-diète, il y a beaucoup de choses que je dois aussi pas faire, ou pas manger, ou pas boire. Et c'est à cause de ça que les esprits vont être toujours en connexion avec toi, ils vont toujours t'aider. Mais si tu fais des bêtises, si tu fais n'importe quoi, et aussi, les esprits aussi vont commencer être tristes ou déçus, je ne sais pas, mais ils vont commencer à se séparer. Pourquoi? Parce que quand tu vois quelque chose, c'est comme si tu vas salir ton corps. Et les esprits n'aiment pas en fait encore sale. C'est à cause de ça qu'il faut, quand on fait une diète, il faut toujours respecter. Et après, les esprits restent dans ton espace, dans ton corps. Ils sont toujours comme chez eux, ils se sentent chez eux. Au regard de mes autres travaux sur le temps notamment, on peut imaginer effectivement que les esprits, enfin c'est pas imaginer, c'est même plus que supposer, on en est quasiment sûr, que les esprits ont une connaissance de l'avenir, du futur. Bien sûr, ouais, bien sûr. Et ça passe par les rêves, de pouvoir prévenir par les rêves. Mon maître, il me disait, on m'a parlé un petit peu comme des religions, non? Il me disait, avant les prophètes, c'est pas que Dieu s'est montré comme en personne pour te dire tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas dire ça. Non, il disait que toutes ces informations, ça passait vers les rêves en fait. C'est la connexion de l'esprit à l'âme. D'accord. Et toutes ces connaissances en fait, toutes ces prophéties, on va dire, de futur, c'était envoyé par les rêves. Pas vraiment, c'est pas qu'une personne est venue te dire
comment les choses vont se passer. Et c'est un petit peu la même chose en fait qui se passe par les plantes. Soit ça passe par vision quand tu prends une plante psychotrope, ou soit ça passe par le monde de rêve. Ouais. C'est comme ça qu'ils se communiquent les esprits. Pablo Amaringo m'avait dit une chose très intéressante en 2007. Il m'avait expliqué en fait que dans le monde des visions, le temps était simultané. Tu comprends ce concept? Simultané. Et il disait par exemple que les Incas étaient toujours vivants, qu'on pouvait aussi connecter avec les Mayas, avec des peuples précolombiens. Tu as ces informations dans tes mondes de vision aussi? Est-ce qu'il n'y a pas du temps? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de temps. Donc tu peux être connecté à la culture maya, les Lakota, les Sankres, même la culture indienne. Tu es connecté en fait parce que ça n'existait pas le temps. Le temps c'est uniquement dans la terre. C'est toi, Romuald, dois travailler demain à 7 heures. C'est qui à toi? Ça existe qu'ici. Mais dans le monde des visions, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de temps. On est comme une... C'est comme si on vit toujours le présent. Et le présent, c'est toutes les cultures anciennes qui sont... toutes ces cultures anciennes qu'on vit... comment dire? Et le futur aussi, bien sûr. Le futur aussi, ouais. C'est une sorte de réseau, en fait, ce que je l'appelais le web cosmique dans mes travaux. Le web cosmique. C'est le web cosmique. Mais bon... Et ça dit quoi sur le futur? Sur le futur, il y a plein de choses qui vont se passer pour la humanité, mais c'est pas quelque chose que... C'est toute une répétition, en fait. Tout ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est déjà... C'est comme si on vit le passé, on vit le présent et on vit le futur en même temps. C'est pour ça qu'il y a déjà des informations de tout ça. Ouais. Et c'est bien parce que ça cadre parfaitement avec mes recherches sur la rétrocausalité. D'ailleurs, je tiens à profiter de cette interview pour dire que ces recherches sur la rétrocausalité, moi, sont venues justement par le biais chamanique, avec ce système de pensée que parle ici de Jefferson. Puisque notre livre est un livre sur l'art, moi, je me souviens d'une conversation avec Pablo Marengo qui me disait, mais moi, j'étais devant une de ses peintures et avec, je crois que c'est des esprits, c'est Simurinas, c'est ça? Sumiruna. Sumiruna, voilà, c'est ça. Et je me rappelle, je me disais à Pablo, mais en fait, tu es en train de peindre ces esprits, et lui de me regarder en me disant, non, je ne les représente pas, en fait. Ils sont présents dans ma peinture. Quand je peins, je chante l'Icaros. Et en fait, ce que j'avais compris, c'est qu'il n'y a pas de différence entre l'esprit, son chant ou sa représentation. Ça te dit quelque chose, ça, par rapport à ton art? Est-ce que tu penses que les esprits que tu peins dans tes tableaux sont présents dans ta toile, en termes d'énergétique? Oui, pas uniquement dans les toiles, c'est présent toujours à travers de moi, autour de moi, ils sont présents. C'est comme si sur une peinture, moi je mets mon énergie, l'énergie aussi de la plante, on va dire. Et c'est pour ça que nous on l'appelle aussi pas uniquement la peinture visionnaire, sinon la peinture qui soigne. Ouais. C'est une peinture médecine. C'est comment la connexion qu'on a avec les esprits s'est transmise à travers la peinture. Après, nous, c'est comme si on crée de quelque chose d'invisible que tout le monde ne peut pas voir, mais nous on le voit, on le sent et on travaille avec. C'est pour ça que dans notre peinture, nous on peut comme représenter, on va dire, les énergies. Les énergies, on ne le voit pas, on le sent. Quand tu fais une peinture qui est de lumière, de quelqu'un qui est souriant, qui reçoit une guérison et tu mets des lumières, tous les motifs, comment dire, de géométrie sacrée, tout ça, c'est des énergies. Et cette personne, elle se sent bien, super, quand tu mets un aura avec beaucoup de couleurs harmonieuses. Et tu sais que cette énergie de médecine est transmise, en fait. Et si tu mets quelqu'un qui est avec la dépression, tu mets un aura de couleur violet, foncé, noir et triste, on est en train de représenter en fait l'énergie. Et c'est ça que nous on fait à travers la peinture visionnaire. C'est qu'on va mettre la manifestation des énergies sur les toiles. Tu vas voir, par exemple dans ma peinture, je fais une plante, je dessine une plante, je mets des mains, ces mains c'est symbolique, c'est les mains des esprits qui à travers
les mains, il y a des lumières qui sortent et qui vont au patient. Et toutes ces lumières, c'est la guérison, c'est les énergies qui vont aider en fait au patient. C'est de cette façon que nous, on montre comment les plantes, les esprits sont en train de guérir quelqu'un. Et par exemple, si on prend une de tes toiles, avec quelqu'un qui est sensitif, sensible, est-ce qu'il peut sentir cette énergie en s'approchant de la toile? Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Hein. Bien sûr. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont mis assis, qui méditaient, qui pleuraient, parce que ça touche. C'est comme si son âme est en train de recevoir tout ce que le pouvoir, en fait, je parle énergétiquement, pas physique, parce que ça reste une toile dans la matière, mais énergétiquement, il y a toute une connexion, en fait, entre l'esprit de la plante et l'âme de la personne. Parce que c'est l'âme de la personne qui est triste. C'est l'âme qui est malade, en fait, parce que l'esprit, non. Tu vois? Et les plantes n'ont pas d'âme. Ils n'ont que des esprits. C'est pour ça qu'ils sont des êtres supérieurs, des lumières. Donc, quand il y a ça, il y a toute une interaction. Et donc, une personne qui médite, qui voit toutes ces images, et toutes ces images le met dans, on va dire, dans son champ aurique, dans son corps, ressent cette énergie, vont sentir un soulagement, comme on a apaisé, pour se sentir apaisé. Différence entre l'âme et l'esprit, dans ta vision? Dans ma vision... dans ta conception. Bon, dans ma conception, c'est mieux. L'être humain est conformé pour 3 corps. Le corps physique, l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est la connexion avec le divin. C'est la unité. C'est la lumière pure. L'âme, c'est qu'on dit les fantômes. Yeah? Toi, tu meurs, ton corps, ça devient la terre. Ton esprit est toujours en haut, et ton âme, ce qui sort de ton corps, il va peut-être être ici, dans la terre, visiter encore Romuald, ta maison. C'est pour ça qu'il y a des âmes qui sont en peine, non? Oui. C'est ça, et c'est ça que l'âme, en fait, c'est l'âme qui est malade. Quand quelqu'un est malade, c'est uniquement une manifestation que ton âme est malade, et ton corps devient malade. Si ton âme est bien, ton corps, il va comme recevoir cette information que ton âme, elle est content, elle est bien, elle est super, donc ton corps jamais va tomber malade. Donc, la maladie, c'est uniquement la conséquence d'une âme qui est malade. D'accord. C'est très très intéressant. Puisqu'on parlait justement de ces histoires de l'au-delà, dans le monde des visions chamaniques, donc là dans les expériences de plantes de vision, moi, ça m'est arrivé de voir des défunts. Est-ce qu'il y a une sorte de communication entre le monde des morts et le monde des visions? Le monde des visions, c'est uniquement une dimension, le monde des esprits que nous on parle, le monde des âmes. Par exemple, moi, dans mon cas, mon grand-père, il était décédé, mais j'avais une connexion, une communication constante avec lui. Donc, il est mort dans cette terre, mais il est vivant au monde des esprits. C'est pour ça que les cultures mayas, toutes ces ancêtres sont vivants. Les âmes jamais vont mourir. Et en fait, c'est notre concept à nous de mort qui sépare de la vie, qui n'est pas juste par rapport à toutes ces peuplades, tous ces peuples natifs qui ont une vision complètement unitaire en fait du système. C'est ça qui est extraordinaire dans votre système de pensée et que nous, on doit essayer de retrouver aujourd'hui. C'est justement cette connexion qu'on a perdue. Nous, quand malheureusement, par le biais du matérialisme, quand l'être est mort, bon ben voilà, il pourrit dans la terre et puis c'est fini, c'est terminé. Mais ce n'est pas ça. On s'en doute aujourd'hui. On a plein de preuves aussi par les phénomènes de mort imminente, par les phénomènes aussi de décorporation. La science aujourd'hui est presque sur l'acceptation de ces expériences. Mais c'est vrai que pour vous, c'est une réalité constante dont on ne peut pas douter. Pour nous, tu veux être connecté. Moi, je reste toujours connecté. Pour moi, mon grand-père, il est décédé déjà 20 ans. Mais pour moi, il est toujours vivant. Moi, je me connecte à lui. Il vient vers moi. Il me parle. Il m'enseigne. Non, c'est pas... C'est ça, c'est uniquement... Ça, c'est pour notre mental qui dit, bon, il est mort. Ok, c'est vrai que son corps physique, il n'est plus là. Mais son âme, il est toujours là. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il existe tout ça. C'est pour être. Ça, c'est.
après, les cultures font ça, des choses comme ça, par exemple, des statues, pour l'avoir vivant. Mais c'est pour communiquer toujours avec le monde des esprits, le monde de l'âme, en fait, de communiquer avec l'esprit. Jamais vont mourir, tu vois. Comment tu vois aujourd'hui, quel est ton regard, parce que tu es un jeune curanderos, tu fais partie de la nouvelle génération. Bon, on a un lien d'amitié, même plus d'amitié, je te considère comme un frère, on se connaît depuis très longtemps. Pour moi, tu es un très bon curanderos, vraiment dans la lumière. Quel regard tu portes aujourd'hui sur le tourisme chamanique au Pérou et les dérives qu'il peut y avoir autour de ça? Ça c'est une question que ça me touche beaucoup parce que aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. L'authenticité, c'est quelque chose qui est en danger en fait. Mon grand-père, il était guérisseur à l'époque. Il n'a jamais eu de l'argent parce que c'était sa mission. Donc, il faisait toujours moi je te soigne, tu n'as pas d'argent, ok je te soigne parce que ça c'est ma mission. Je suis là, je fais un contrat avec les esprits pour aider, pour servir à l'humanité. Donc, maintenant on ne parle pas d'une vraie science chamanique authentique au Pérou. C'est ça la plupart des centres qui se sont créés maintenant, 80% appartiennent aux étrangers en fait. La seule chose qu'ils font, c'est de faire d'argent, le plus d'argent possible. Et c'est ça qui est dommage parce que la vraie pratique chamanique, ça disparaît peu à peu. Et c'est ça qui est dangereux en fait. Comment tu vois l'avenir du chamanisme en Amazonie? Je crois que, comment dire, les plantes d'émission, l'ayahuasca est devenue une drogue, une mode, pardon. Ouais. Mais le problème, c'est que même les gens locaux permettent ça, parce qu'il y a l'argent qui entre. Mais je crois qu'il y aura comme des gens qui vont faire aussi comme une révolution à tout ça, qui vont dire un jour stop, parce que c'est pas comme ça qui marche. Tu sais, les esprits aussi, ils sont neutres, les esprits. Si tu fais du bien, il y a beaucoup de bien qui vont venir à ta vie. Mais si tu utilises ou tu fais des choses mauvaises, si tu utilises les plantes uniquement pour ton bénéfice personnel, tu sais aussi, il y a après une conséquence. Et ça rigole pas. Parce que nous, on croit qu'on peut jouer avec les esprits, mais ça ne marche pas comme ça. Donc je crois qu'il y aura des gens jeunes qui vont faire une révolution en fait pour la vraie pratique, qui vont faire que tout soit comme avant, au moins essayer qu'il soit comme avant. Peut-être on ne va pas réussir parce que avec la globalisation, comme on est là, on est là-bas, il y a des gens qui viennent, il y a des gens... Tu voyages beaucoup aussi. Ouais. Mais, par exemple, moi, j'essaie de transmettre comme le message des plantes en utilisant avec beaucoup de respect. Je sais que là-bas, au Pérou, il y a des centres qui profitent de ça uniquement pour faire de l'argent. Moi, c'est ma passion aussi d'aider les personnes. Mais comme ils disent aussi, mon maître, que tout soit juste. Parce que ça m'a pris beaucoup aussi de temps. C'est ma mission aussi. Et juste qu'il soit équilibré pour moi, que je puisse aussi nourrir ma famille et au moins avoir tous mes besoins, c'est suffisant parce que c'est ça la vie. Et tout l'argent que tu peux gagner en utilisant les plantes, c'est dommage, c'est mauvais en fait au niveau énergétique. Et moi j'ai compris tout ça et même par principe que mon grand-père, comme il était, qui était sa mission, c'est aussi ma philosophie en fait de vie.
Et l'école qu'on est en train de créer, c'est précisément, c'est pour faire ça en fait, c'est de partager, mais qu'il soit un partage juste, lumineux, pas pour profiter, parce que c'est pas bien. Alors justement, là on peut justement parler de cette école, parce que je pense que c'est vraiment un magnifique projet que tu veux faire. Si tu veux en parler à nos auditeurs, c'est quoi ton projet effectivement d'école visionnaire de peinture? L'école, c'est une école d'art, une école de la vie, c'est une école de philosophie. Et le but, c'est de partager sans aucune limite, en fait. Là-bas, au Pérou, il y a beaucoup d'enfants qui, comme ne sont pas bien guidés, donc commencent aussi à détruire la nature, commencent à salir, on va dire, la planète. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'à travers les corps, on puisse aussi conscientiser en fait, aux enfants d'une philosophie de vie en disant la nature est vivante, il faut respecter la nature, il faut respecter la terre, il faut respecter les plantes, il faut se respecter soi-même. Et donc, Gaia Imama, l'école Gaia Imama, vous ça en fait, vous transmet toutes ces choses qui ont été déjà perdues et à travers d'une philosophie d'amour, de partage entre tous, étrangers, péruviens, enfants, personnes adultes, tout le monde qui puisse faire quelque chose de bien en fait. Et on va passer pour l'art, parce que l'art c'est une façon de sensibiliser les gens qui à travers la peinture, la sculpture, la musique, on peut aller vraiment à l'intérieur, non? Bien sûr. Et Gaia Imama, on est en train de créer Gaia Imama pour ça en fait. Je sais qu'au Pérou, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et pour faire du bien, et pas uniquement nous les artistes, sinon tout le monde. C'est un projet de partage. Donc Romial, il est excellent en touchant, à jouer la guitare. Donc Romial peut aller là-bas, il va apprendre à peindre, il va dessiner. Et donc, mais Romial aussi, il sait jouer sa guitare. Donc Romial va enseigner les artistes, vont enseigner les enfants. Et on va partager comme ça. Ouais, c'est le but. C'est pas une école chamanique, en fait. C'est plus global. Et je ne peux pas dire que c'est chamanique dans le sens que c'est une école spirituelle, oui. Et chamanique peut-être dans le sens que on va respecter les plantes, on va utiliser les plantes au lieu d'utiliser les médecines pharmaceutiques. Parce que nous, on ne va pas enseigner les enfants à devenir guérisseurs chamans. Ça sera ce choix après. Mais chamanique, parce que peut-être on va utiliser les plantes pour remplacer toutes ces choses pharmaceutiques. Et les contacts avec l'autre monde, vous allez aborder ça aussi dans cette école? Le contact de l'autre monde? Oui, avec les esprits, Bien sûr, là-bas, on est... Les enfants, c'est très bien que les esprits sont vivants. Pour nous, on parle beaucoup de ça. On parle beaucoup. On est né dans un milieu où les esprits, pour nous, c'est priorité. C'est pas quelque chose. Ah ouais, je ne savais pas. Non, non. Pour nous, les esprits, c'est pour ça qu'on a beaucoup de légendes, de mythes, oui, qui on parle des êtres. Des esprits vivants en fait. Et quand tu dis là-bas, la plante, cette plante chihuahua quoi, un esprit, elle dit, bien sûr qu'il y a un esprit. Donc ça c'est quelque chose qui est présent en fait. Non, mais c'est intéressant parce que c'est une vision qui est complètement en accord même avec la botanique moderne. Là, on s'est rendu compte depuis une vingtaine d'années, par exemple, que les végétaux font preuve d'intelligence, d'intention, de mémoire,
d'altruisme, de compassion. Et ça, c'est des choses que nous, de notre société matérialiste, notre science matérialiste, on découvre, mais qui sont des choses qui sont des acquis pour vous depuis des millénaires dans votre culture. Donc c'est pour ça que pour nous, ça nous paraît étrange, parce que c'est nouveau, mais pour vous, c'est vrai que ça fait vraiment partie de votre culture. Ouais. Ouais, pour nous, tout ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Bien sûr. Bien sûr. Même les gens de là-bas disent oui, nous, si tu vas à la montagne tout seul, il y a le Chujachaki qui peut te kidnapper en fait. Et pour nous, les esprits sont vivants. Mais quand tu écoutes toutes les histoires des gens qui vont à la forêt, qui parle de Yoshin, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Pour nous, c'est pas. Bien sûr, c'est une vraie réalité, quoi. Ouais. Bien sûr. Merci Jefferson. Moi, j'aurais une ultime question quand même. Tout à l'heure, tu disais que le défunt venait dans ta vie intérieure, dans ton rêve, qui se manifestait comme ça. Si j'ai bien compris. Le défunt, c'est le mort. Ah. L'esprit du mort venait. Est-ce que c'est vraiment le défunt, l'esprit qui vient, ou est-ce que c'est le mort qui a en toi qui parle? Non. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce que tu fais une différence entre les deux? Non, c'est l'âme en fait. C'est l'âme, c'est vraiment de l'extérieur. Bien sûr. C'est pas quelque chose qui vit en toi et que toi tu manifestes. Non, pas du tout, parce que par exemple dans mon cas et ma maman aussi, un jour j'étais en train de rêver de mon grand-père. C'était fou cette histoire. Et ma maman, elle se réveillait et elle a vu, il voyait un homme qui est passé et ma maman, elle était surprise, c'était comme un choc, c'était la nuit. Et c'était mon grand-père en fait, qui l'avait vu. Et moi, je rêvais en même temps. Comment est-ce que moi, si c'est uniquement à moi, ma maman, elle va le voir? Donc, après, quand ma maman m'a raconté, j'ai eu peur, elle m'a raconté, je dis, moi, j'étais en train de rêver de mon grand-père, mais pas de la même façon, non? Ma maman, elle a vu, vraiment, elle a vu cette âme, l'âme de mon grand-père. Et moi, j'étais en train de rêver que j'étais à la campagne, à la chakra, en train de lui aider parce qu'il est en train de récolter des fruits et tout ça. Mais comment est-ce que tous les deux, on a eu cette connaissance? Parce que pour moi, après, je disais, bon, lui, il est venu, il s'est présenté vers moi à travers les rêves, mais peut-être mon grand-père, il ne s'est pas rendu compte, en fait, que ma maman, elle était réveillée, je ne sais pas, mais il était à la maison pour moi. D'accord. Et ce n'est pas uniquement qu'à moi. Hein. C'est une double observation. Alors, pour les gens qui vont regarder cette séquence, qui n'ont pas les moyens d'aller en Amazonie pour pouvoir expérimenter, comment est-ce qu'ils peuvent accéder aux mêmes états intérieurs qui leur permettent d'entrer en contact avec leurs défunts, sans tomber dans des boîtes à fric, comme tu exposais tout à l'heure, ou dans la drogue La voie du rêve, c'est une voie qui est de façon omniprésente. Hein. On a beaucoup de gens, quand tu as un décès dans une famille par exemple, tu as quand même, souvent les gens te disent « j'ai rêvé de telle personne qui est morte il n'y a pas très longtemps ». Sauf que nous, on n'accorde pas au statut du rêve ce statut de connexion. Mais je pense qu'on est câblé, entre guillemets, exactement pareil que notre ami Jefferson en tant qu'être humain, et qu'on a tous ces possibilités. Sauf que nous, on a un filtre culturel qui fait que, quelque part, on s'interdit d'avoir ces contacts. Quand on fait des enquêtes auprès de gens qui viennent de perdre un proche, il y a souvent même des apparitions. Il y a même des coups de téléphone. Hein, des gens qui décrochent un téléphone et qui entendent la voix du défunt, et puis ça s'arrête, ou qui raccrochent parce qu'ils sont tétanisés de peur. Ouais. Donc la communication, elle est là. Sauf que nous, on est dans une sorte de déni quand même par rapport à ça. Et bon, après, pour rentrer dans le processus chamanique, il y a effectivement différentes possibilités. On peut aller en Amazonie, effectivement, travailler avec des chamans dignes de ce nom, comme les Jefferson, avec bien sûr quand même de la prudence. C'est pas non plus, je pense, ouvert à tout le monde, peut-être. Il faut quand même être bien assis dans ses chaussures, quand même. Il faut quand même avoir aussi une intention qui soit juste. Tout est une histoire de justesse, de toute façon. Je suis d'accord avec ça. Hein. Le monde de rêve, le monde des visions,
c'est pas quelque chose inventé pour ton cerveau. Oui, c'est ça. Le monde des visions, c'est une réalité que tu ne vois pas avec tes yeux physiques. Ce monde-là existe. Ça peut être rigolo. Par exemple, moi, je connaissais que l'ayahuasca avant de prendre des visions. Mais en venant en Europe, j'ai eu mon première expérience de champignons. Et dans le monde des visions, ou dans les visions, j'étais vraiment surpris. Parce que je te jure que je n'ai pas imaginé, tu sais, les animés des Schtroumpfs. Oui, des animés des Schtroumpfs. Yeah. Moi, j'ai pas, dans mon expérience, j'ai pas pensé à ça, ou même avant, je savais pas en fait. Et quand j'étais dans les visions, j'ai compris en fait pourquoi les Schtroumpfs étaient désignés comme ça et pourquoi, comment les esprits sont réunis. J'ai compris après en fait pourquoi la personne qui a désigné, qui a créé cette... tout ce folklore de lutin, de exactement. C'est ce qu'on voit avec ces plantes-là, dis, ces champignons. C'est fou, c'est ça en fait. C'est que nous tous, on a en formation, on n'est pas fous. C'est pas que nous, on crée ça. Pourquoi tu le vis de la même façon comme une autre personne peut aussi avoir l'information? Bien sûr. Et j'étais dit, et dans mon expérience, il y avait des esprits qui venaient me prendre de la main, ils me fait monter des escaliers. Et après, quand j'étais tout en haut, je vois toute une communauté, mais il y avait des esprits et tout ça. Et après, quand l'expérience est passée, je dis, ah d'accord, mais donc la personne qui a fait ça, qui a créé ça, pour moi c'est clair que c'est après une expérience de champignons qui a pu créer, parce qu'il était connecté aussi au monde vraiment des champignons. Bien sûr. Quelques jours après, je suis sur Internet et je vois une peinture que je ne sais pas qui a peint, je ne sais pas. J'ai vu uniquement une peinture et j'étais vraiment... Comment cette personne a pu peindre ma vision? Je ne connais pas cette personne. Mais elle n'a pas fait comme les Schtroumpfs. Elle a fait vraiment un monde comme moi j'avais vu dans ma vision. C'est incroyable. C'est l'interconnexion. C'est incroyable. C'est que ce monde-là, il a une réalité. C'est pas quelque chose créé par ta tête. C'est que ça existe. Et c'est ça que me disait mon maître. Les gens croient que les esprits, les lutins, tout ça, c'est une invention de ton imaginaire. Mon maître, il rigole. Il dit que cette dimension-là, il y a quelques-uns qui peuvent avoir accès pour avoir les informations. Et c'est vrai. Moi, si je raconterais mon rêve, tout ça, peut-être les gens me diraient que je suis un fou. Non. C'est pour ça que Ernesto, mon maître, il dit tu peux partager avec les gens qui puissent comprendre en fait ce qui est le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, les esprits sont réunis. Les esprits des animaux, les esprits des plantes, les âmes de l'être humain. C'est comment quelque collectif, chose... Ouais. Et toujours au niveau du chamanisme, les chamans d'Amérique du Nord et les chamans de Sibérie pratiquent beaucoup avec des tambours, créant des rythmes. Est-ce que tu travailles aussi comme ça? Et pour moi, c'est vraiment la culture des plantes. Ouais. Moi, je ne travaille pas, je ne peux pas dire que moi, je peux entrer en transe avec le tambour. Ça ne m'est jamais arrivé, parce que je n'ai jamais pratiqué non plus. Donc, mais les plantes, c'est un chemin. Le tambour, c'est une autre. Ça. Et les autres pratiques sont que des chemins, c'est tout. Oui. Mais le but, c'est un seul. Le but est un seul. Non, ma question, c'est comment intégrer dans une société occidentale très répressive par rapport à tout ce qui peut être considéré comme une drogue, une technique qui pourrait permettre à tout un chacun de parvenir à développer, etc. etc. Voilà. C'est pour ça que j'ai évoqué l'histoire du tambour. Oui, le tambour, c'est un bon moyen, mais pour moi, c'est dommage que cette culture dise
que les plantes de pouvoir sont des drogues, non? Parce que c'est ça qui me rend triste, parce que c'est pas des drogues, c'est uniquement des portes qui te montrent l'invisible. Ouais. Le problème, c'est un problème de culture. Hein. C'est un problème qu'on a en tant que chercheur depuis des années, nous, de travailler sur le sujet et d'essayer de faire comprendre. C'est pas une drogue, certes, ça c'est clair, puisqu'il n'y a pas d'addiction à l'ayahuasca, mais il y a une fascination quand même de l'Occident pour ces plantes. Et c'est dans la fascination qu'il y a l'excès. Hein. Donc il faut quand même être prudent et user de prudence quand même quand on en parle. Après, c'est évident qu'il est très difficile en Occident de faire la part des choses aujourd'hui, et d'essayer de montrer que ce sont des connexions, des portes. Le tambour est une voie qui amène à la même réalité visionnaire. Hein. Mais chaque culture a sa voie d'accès à cet univers de vision qui est pour moi une réalité unitaire, qui est un monde unitaire. Mais aujourd'hui, voilà, il faut continuer à avancer progressivement. Les choses sont en train de changer, de bouger. Il faut y aller quand même avec beaucoup de prudence et de justesse. Ouais, je suis d'accord. Merci Jefferson. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Romuald, quand je l'ai vu la première fois à Chalon, m'a parlé de ses expériences comme des dédoublements sous effet d'ayahuasca, parti dans un espèce d'au-delà, où il voyageait, il planait, il s'est même pris une flèche. Est-ce que toi aussi tu voyages dans le monde des esprits? Est-ce que tu arrives à aller dans d'autres univers, des univers qui sont complètement différents de notre univers bien matériel, tel qu'on peut le concevoir? Très très loin. Ouais. Ah oui. Ah oui, non mais ma question est bonne, c'est pour rappeler une réponse. Ce que Romuald il a eu comme expérience, nous on l'appelle, c'est le monde des visions qu'il montre les plantes. C'est les univers des plantes. Mais quand tu fais des diètes des plantes, il te montre pas uniquement le monde des visions ou le monde des esprits. Il te montre aussi comment les esprits travaillent, ou comment ou toutes les, toute la médecine en fait. Les esprits sont en contact avec toi, mais qui t'enseignent, qui sont comme une relation directe en fait. C'est pas uniquement la vision, ah je découvre ça, comme waouh, toutes ces couleurs, toutes ces châteaux, non, c'est que après tu es vraiment en contact direct avec les esprits. Donc tu peux aller encore plus. Il y a une fusion loin. en fait. Ouais. D'accord. C'est différent. Il te montre déjà la médecine en fait. D'accord. Et comment ça s'harmonise avec le christianisme et la vision assez basique du christianisme? Le christianisme, moi je Est-ce que c'est un danger pour vous, quelque part? Heureusement que là-bas le christianisme, c'est pas comme ça a été ici à la crusade, non. Comment ça s'appelle, l'inquisition, non? Non, c'était pas comme ça. Non, mais je parle de la vision spirituelle du christianisme, pas de la vision. Il y a des cultes qui utilisent l'ayahuasca qui font un syncrétisme avec la religion catholique, ça existe. Oui, le Santo Daime, au Brésil fait ça. Ouais. Où là, tu peux avoir dans les visions les apparitions christiques, des choses comme ça, oui, voir les anges, les saints, ça peut se produire. Mais là, la question de se poser, est-ce qu'à un moment le système de croyance ne vient pas déformer l'expérience visionnaire? Oui. Ça, c'est important quand même. Oui, il faut ramener ça. Une sorte d'encodage de la vision, c'est-à-dire, comme on vous dit, voilà, il y a le système de croyance qui génère ça, les visions s'adaptent. Parce que les plantes, quand même, pour communiquer, elles s'adaptent aussi dans le monde des visions à nos attentes, à nos croyances. Donc, il y a des choses qui se produisent, par exemple au Santo Daime, qui ne vont pas se produire chez les chamans et les praticiens traditionnels, qui ont leur culture à eux, soit métisse ou soit indienne. Mais la religion catholique est omniprésente en Amérique du Sud. Oui, justement, c'est pour ça que je posais la question. Mais, par exemple, dans une expérience, mais ça ne m'arrivait pas avec l'ayahuasca, ça m'arrivait avec le tabac. Il y a quelques années, j'ai eu un peu de difficultés aussi, parce que la voie du chamanisme, c'est pas une voie cool, gentille, harmonieuse, l'amour, non. Ainsi comme il y a de belles choses, il y a aussi des choses qui peuvent
Il y a aussi des sorciers, quand même. Des sorciers. Ouais, qui oui. peut te déstabiliser et qui peut te détruire. Donc, il y a une époque dans ma vie où je sentis que j'étais vraiment attaqué. Je ne me sentais pas bien. C'est fou parce que cette expérience m'a servi de rencontrer quelqu'un qui après est devenu aussi un maître pour moi, c'était Ernesto. Et lui, moi je ne peux pas dire que je suis croyant, moi j'ai les anges, les dieux, mais moi je crois que Dieu est partout, que Dieu aussi sont les plantes, Dieu nous sommes tous, pour moi c'est la unité, c'est ça pour moi. Et donc, mon maître, Ernesto, à la 3e nuit d'une diète que je faisais, c'était bien clair. J'étais dans un endroit où il y a une énorme bête, comme un monstre, qui venait vers moi pour me attaquer dans mon rêve. Et donc je commençais à courir, mais je voyais que cette bête, il était plus rapide que moi. Et vraiment, c'était comme un loup, mais un monstre. Et cette bête, il venait comme vraiment, il a sauté comme... Et moi, je suis tombé et je vois la bête arriver. Et en même temps, je vois aussi dans un autre espace, et je vois les nuages, tout bleu, c'était il y avait des nuages, mais il y avait une partie bleue, un ciel très joli. Et après, je vois comme... Je sais pas comment le Père Noël, je sais pas comment ça se dit, le traîneau. Le traîneau. Je vois un traîneau qui apparaît dans tous ces nuages, très lumineux, et je vois quatre êtres. 3, c'était comme des blancs, comme de toute lumière, mais habillés en blanc, sans ailes, sans rien comme ça, comme des êtres lumineux. Et le 4e, c'était avec les mêmes habits, tout blanc, tout ça, mais lui, il était foncé, comme moi. Et de tous les 4, c'est lui qui avait comme une espèce de... Comme au Gandalf de Seigneur, une lance, ouais. Une lance, ouais. Et le 4e, cet homme, il a lancé cette lance, mais c'était... Il n'a pas lancé la lance, il a fait comme un rayon, en fait, comme un éclairage. Comme un rayon, un éclair. Un éclair, il a envoyé à cette bête. Et cette bête, il a explosé. Et après, je vois, il y avait beaucoup de gens qui commençaient à applaudir, en fait. Et ça disparaît. Et ça n'était pas une vision, c'était pas dans la... C'était vraiment au moment d'une diète de la médecine du tabac. J'étais un peu... en même temps, j'étais comme impressionné parce que je n'ai jamais eu des rêves comme ça, des informations comme ça. Et en parlant ce jour même avec mon maître, je raconte mon rêve. Il me dit que cette bête représente vraiment toutes les choses mauvaises qui étaient en train de me détruire. Et que c'est la médecine du tabac qui est venue connecter au monde divin, au monde de Dieu, qui sont venus précisément me sauver. Il m'a dit, bon, cette personne que tu as vue avec la peau foncée, ça c'est moi au niveau spirituel. D'accord. Il m'a dit que les anges ne sont pas des êtres avec les ailes et tout ça, mais qui sont des êtres de lumière. Et il m'a dit, moi je suis avec eux. Donc quand je vais guérir quelqu'un, je suis connecté à ce monde spirituel divin de Dieu et que je vais aider à travers je suis un canal que je vais aider à guérir à n'importe quel patient avec cette énergie. Mais c'est pas Santo Daime, c'est pas la religion, mais c'est pour me dire que tous ces êtres aussi sont réels en fait dans le monde spirituel. Et est-ce qu'il y a des cas de possession, comme on a des cas de possession dans notre culture à nous? C'est-à-dire des possession gens comme de... Essaie d'expliquer. Non, ça existe dans
Dans les syncrétismes, justement. Dans les syncrétismes. Parce qu'il y a cet encodage, on va dire, de croyances culturelles. Oui. Mais chez les Indiens, dans la culture indienne traditionnelle, il n'y a pas cette notion d'esprit qui prenne possession du corps et qui, quelque part, agissent à travers lui. Il y a des mauvais esprits, bien sûr, ça existe. Il y a des esprits des morts. Mais il n'y a pas cette... ça, c'est très localisé au niveau des zones antillaises, en lien avec les cultures africaines, avec le vaudou, des cultures comme ça. Mais à mon sens, on ne retrouve pas ça dans la pensée indienne. D'accord. Alors pour évoquer justement cette thématique qu'on aborde dans l'ouvrage qui est celle du présentialisme, c'est-à-dire de l'art présence, on a pu observer dans les peintures chamaniques, comme le disait Jefferson, et aussi des grands de la peinture amazonienne comme Pablo Marengo, que j'ai eu la chance de côtoyer. J'ai décidé de prendre l'exemple de cette statue, cette figuration d'ancêtre de Nouvelle-Guinée. C'est une statue Itamoul de la région du Sepik, qui date des années 30. Cette sculpture a été un peu l'objet d'un malentendu au niveau de la compréhension qu'on en a fait par rapport à l'ethnologie et l'art. C'est qu'on a pensé que ces sculptures représentaient des ancêtres. En fait, elles ne représentent pas, elles abritent l'âme des ancêtres. Ces objets étaient en fait créés à la mort d'un personnage important de la tribu, notamment d'un chef ou d'un grand guerrier. Et l'idée était qu'à la mort de cet ancêtre, une partie de son esprit rejoignait le monde des ancêtres, mais une autre partie, sous forme d'une brume vaporeuse, venait s'incorporer à cette sculpture pour y rester, on va dire, présent à la société et présent à la tribu. Les premiers ethnologues, les premiers missionnaires observaient des pratiques étranges avec ces statues. Souvent, les ancêtres, les gens des tribus, les gens de cette tribu Itamoul, venaient poser leur tête comme ça à côté de la statue, et on leur posait la question: pourquoi vous faites ça? Alors, pourquoi ils faisaient ça? C'est parce qu'ils entendaient la voix de l'ancêtre était encore présente, et donc on mettait ces statues au conseil des sages, au conseil tribal, pour poser des questions sur des questions de société et aussi avoir des réponses. Alors, je trouve que cette magnifique statue est l'emblème du présentialisme, puisque l'idée, c'est qu'à l'intérieur de ces sculptures, il y a un esprit qui fait un intermédiaire entre l'au-delà, où l'esprit du chef de tribu est parti dans l'au-delà, et cet objet, on va dire, transitionnel, transitoire entre l'ici-bas et l'au-delà, permet encore d'avoir cette communication. Alors c'est intéressant aussi de mettre ceci en lien avec les pratiques qu'on a aujourd'hui de transcommunication, comme on peut le voir notamment. Et on peut voir ici, à travers cette œuvre d'art, un dispositif de communication avec l'esprit d'un ancêtre. Donc c'est tout un malentendu sur l'art, sur sa fonction, sur le concept d'art-présence. On a vraiment ici, à travers cette sculpture, une image emblématique de ce concept. Oh, je suis là aussi. T'imagines? Bientôt fini, tu serais bien te débarrasser. Ce sera bientôt comme ça, je pense. Pas tous les tableaux, mais moi je commence à faire le structure. Tout ce qui est éclairage, tout ça. Ça se passe là où je vais, non, pas n'importe où. Le seul des projets dont on est comme on essaie de garder les notions humaines, je pense que ça va.
Le clou de l'exposition. C'est-à-dire ma barbe. Monsieur Romuald de Le Terrier. Bon, on va pouvoir enregistrer maintenant que vous avez répété. Chut, chut.